unité planétaire. C'est pour cela qu'avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui est membre de notre réseau international, parce qu'il est lui-même membre de l'Alliance de l'Internationale socialiste et de l'Alliance progressiste internationale. Donc, avec Antonio Guterres, lorsque nous avons tenu en novembre 2019 à Paris, à Versailles, le Forum pour la paix mondiale, on a instauré le dialogue national comme l'instrument qui peut permettre de régler les crises qu'il peut y avoir dans tout le monde entier, même que ce soit à l'intérieur du pays ou entre des pays, plutôt que d'aller vers des guerres où les gens vont s'entretuer, comme on a vu pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre, et toutes les guerres que nous avons vues au Vietnam, à droite, à gauche. Il faut que désormais, tous les contentieux qu'il y a sur la planète soient gérés en utilisant le dialogue national, c'est-à-dire la négociation. C'est pour cela qu'au niveau de l'Afrique centrale, comme le troisième millénaire, les grandes puissances se sont déjà toutes mises d'accord pour que le troisième millénaire soit dirigé à partir du continent africain. Les mêmes grandes puissances avaient décidé que le deuxième millénaire devait être dirigé à partir du continent américain. C'est pour cela qu'ils étaient allés coloniser le continent américain. Ils avaient créé les États-Unis d'Amérique pour que la puissance internationale à partir de laquelle on devait diriger toute la planète soit sur le continent américain comme ils avaient décidé. Maintenant que ça va être dirigé à partir du continent africain, le troisième millénaire, c'est l'Afrique centrale qui a été choisie pour devenir le site qui deviendra les États-Unis du troisième millénaire. Donc le site qui va remplacer les États-Unis du deuxième millénaire d'Amérique, donc ça sera les États-Unis d'Afrique centrale. Je vais vous montrer l'ouvrage qu'au niveau de notre réseau nous avons conçu, nous avons écrit, et sur la base duquel nous sommes en train de travailler avec Félix Tshisekedi, l'actuel président de la RDC, qui est membre de notre réseau parce que son père, M. Etienne Tshisekedi, et son parti, l'UDPS, ils sont membres de ce réseau international-là. Aujourd'hui que Félix Tshisekedi est le président en exercice de l'Union africaine, il est en train de faire des efforts pour que l'intégration sous-régionale devienne une réalité dans toutes les sous-régions de l'Afrique et que dans chaque pays africain, quand il y a des crises, que ce soit le dialogue qui règle les crises plutôt que l'affrontement entre les peuples de la même nation. Voilà la social-démocratie, ce que c'est. Donc, il faut la solidarité, la justice, la fraternité, la liberté et la justice sociale. Voilà les piliers de la social-démocratie. Et ces piliers-là, on les retrouve également dans la culture africaine. Je vais vous montrer l'ouvrage que nous avons conçu, qui reste encore pour le moment. Nous avons travaillé dessus avec un ami, un camarade de notre réseau qui a été ministre en RDC de Kabila Père. Il était le porte-parole du gouvernement de Laurent Désiré Kabila. Il s'appelait Didier Moumengi. Hein? Nous avons fait cet ouvrage-là ensemble. Je vous le montrerai. Voilà. Et oui, quel est le lien entre la social-démocratie et d'autres régimes, par exemple le capitalisme, les socialistes, tels que chez nous ici au Congo et ailleurs? C'est-à-dire que le capitalisme, c'est la doctrine politique qui avait amené les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, ceux qui avaient donc les capitaux, c'est-à-dire ceux qui étaient les riches. Ils pensaient qu'il suffisait seulement d'être riche pour devenir le chef. Et ils étaient en train donc de manipuler ceux qui étaient pauvres, qui étaient devenus leurs ouvriers. Ça, c'était le capitalisme, qu'après on a appelé le libéralisme. Le socialisme, c'est le système qui disait que le pouvoir doit s'appuyer sur le social. Quand ceux qui sont dirigés par le pouvoir ne sont pas à l'aise, le pouvoir n'est pas apprécié par le peuple. Pour que le peuple puisse apprécier le pouvoir, il faut qu'il sente que ce pouvoir est en train de s'occuper des problèmes du peuple. C'est pour cela que le PCT, par exemple, dans le cas du Congo-Brazzaville, le PCT, le Parti congolais du travail, qui avait été conçu par
des gens de gauche, donc des marxistes-léninistes, était un parti qui devait fonctionner pour le bonheur du peuple. C'est pour cela que les fondateurs du PCT avaient adopté comme je dirais, comme devise de leur parti, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Tout ce qu'on doit faire politiquement doit être dans le sens de ce que le peuple souhaite, et ça ne peut être que dans le sens de ce que le peuple souhaite. Et le peuple, c'est toutes les composantes de la nation. Mais si ce que vous dirigez seulement pour que vous favorisiez seulement l'ethnie à laquelle vous appartenez, vous ne tenez plus compte des autres ethnies parce que vous pensez que les autres ethnies sont contre votre ethnie. Mais l'unité nationale est mise en difficulté à partir de ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous disons aussi aux Africains, parce que l'Afrique est devenue un continent aussi qui a accepté la croyance en Dieu depuis historiquement. Si nous sommes des croyants en Dieu, qu'est-ce qui peut justifier que nous n'arrivons pas à nous aimer les uns les autres? Il faut qu'on revise cela en revenant sur ce que nous avons adopté en croyant en Dieu. Ceux qui sont par exemple les chrétiens catholiques, protestants et autres, ils récitent une prière qu'on appelle le Notre Père. Mais dans le Notre Père, il y a une phrase qui est très importante que curieusement, les chrétiens n'appliquent pas. La phrase du Notre Père où on dit à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais quand on regarde en réalité, est-ce que les gens pardonnent toujours ceux qui les offensent? Ils les sanctionnent, ils les brutalisent ou ils les font arrêter. Alors que ces offenses-là pouvaient être réglées par le dialogue. Celui qui a commis l'erreur présente ses excuses et celui qui a subi les offenses accepte les excuses qui lui sont présentées. C'est pour cela que nous, par exemple, moi personnellement, je dis ici au Congo, par exemple, dans mon pays, on ne peut pas en vouloir à nos frères Mboshi parce que tout le monde croit que, parce que ceux qui dirigent sont des Mboshi qui ont voulu instrumentaliser seulement leur ethnie d'origine, mais quand on regarde ça à la loupe, il y a beaucoup de frères Mboshi qui souffrent de la mauvaise gouvernance aussi. Donc, l'unité nationale doit devenir quelque chose de très important. On doit seulement faire des remarques à ceux qui dirigent. C'est pour cela que nous proposons toujours aux autorités congolaises, comme nous le proposons aux autorités des autres pays, au président Faustin Archange Touadéra, au président Obiang Nguema, au président Ali Bongo, au président Paul Biya, à tous les présidents de l'Afrique centrale qui ont des pays en crise. Il vaut mieux les régler par le dialogue en utilisant par exemple la communauté internationale comme un partenaire qui doit assister à ces dialogues pour que ce que nous allons décider dans nos dialogues, ceux qui sont au pouvoir ne puissent pas seulement les mettre dans le tiroir. Il faut que ce qui se décide dans un dialogue soit exécutoire pour que ceux qui ont participé au dialogue et qui ont fait les propositions en question soient heureux. Mais si vous faites un dialogue et que ce que vous avez proposé là-bas, celui qui est au pouvoir ne les applique pas, vous ne les exécute pas. C'est comme si vous avez perdu du temps pour rien. C'est pour cela que dans le contexte actuel, dans la période actuelle, où l'Afrique centrale est convoitée par toutes les grandes puissances, nous les ressortissants de l'Afrique centrale, nous devrons nous entendre pour voir quelle est la position qu'on doit adopter devant cette rivalité qui oppose les grandes puissances dans notre zone à nous. Les Turcs, les Chinois, les Russes, les Américains, les Européens, il faut que nous qui sommes les autochtones de cette région de l'Afrique centrale, nous arrivions à proposer à tous ces partenaires-là qui veulent venir s'affronter ici pour prendre le contrôle, comme ils l'avaient fait aux États-Unis et aux Amériques. Vous voyez, quand les anglo-saxons avaient gagné la zone des États-Unis, les États-Unis d'Amérique est devenu comme un pays anglophone seulement. Mais ceux qui avaient été vaincus dans cette rivalité-là, les Français étaient obligés d'aller s'installer au Canada. Les Portugais et les Espagnols étaient obligés d'occuper l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Vous voyez? Mais il ne faut pas que cette fois-ci, ça se passe comme ça aussi en Afrique. Cette Afrique, avec l'Union africaine aujourd'hui qui est en train de motiver
l'intégration sous-régionale, il faut que ce soit les Africains, nous tous qui disons à ces partenaires internationaux, vous les Chinois, nous sommes d'accord, voici la partie que vous pourrez faire chez nous ici. Les Américains, nous sommes d'accord aussi avec vous, voici la partie que nous allons vous confier. Les Russes, nous sommes d'accord avec vous, voici la partie que nous allons vous confier. Hein? Ne choisissons pas une grande puissance contre les autres. Parce que si nous faisons ça, ça sera comme ce que nous reprochons à nos dirigeants, nous, qui préfèrent choisir leur ethnie plutôt que les autres ethnies. Si on fait comme ça, les grandes puissances vont créer des groupes armés avec les Africains qui leur sont favorables. Si la grande puissance X n'est pas retenue, cette grande puissance X va utiliser ses amis africains qui vont créer des groupes armés pour affronter ceux qui vont être en train de diriger l'Afrique parce qu'ils appartiennent à un autre groupe, je dirais une grande puissance. Donc voilà pourquoi nous qui sommes au début de ce 3e millénaire et qui historiquement nous allons apparaître comme les gens du Moyen-Âge de ce 3e millénaire, il ne faut pas qu'on laisse une Afrique mal gérée à nos descendants. Ils risquent de subir ce que le monde entier, surtout les peaux rouges, avaient subi sur le continent américain au 2e millénaire, parce que pendant le 2e millénaire, au début du 2e millénaire, les peuples dans le monde entier n'avaient pas les élites intellectuelles comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va se jouer sur une négociation. Les sociodémocrates, comme d'ailleurs vous avez vu ici, c'est l'unité. Quand vous voyez le maïs là, qui est le logo de la convergence citoyenne, les graines de maïs, ce sont des citoyens. Mais vous voyez, ils sont unis autour de quoi? Autour d'un noyau. Ce noyau-là, c'est ça la nation. Hein? Mais quand vous voyez un maïs, parfois toutes les graines n'ont pas la même couleur. Sur le même épi de maïs, vous pouvez avoir des graines qui sont jaunâtres, qui sont plus ou moins blanchâtres, ainsi de suite. Et ça correspondrait aux ethnies qui composent la nation. Mais elles sont liées autour du noyau. Vous comprenez? Il faut que nos pays deviennent comme ça aussi. Donc, je vais vous présenter l'ouvrage en question. Comme ça, vous allez le prendre aussi, au moins prendre la couverture, comment il est conçu, ou comment est le titre. Comme ça, les gens ne vont pas dire que j'ai raconté des histoires, on n'a pas vu le livre en question. On va rattraper une question. Oui. Effectivement, quels sont les enjeux de la social-démocratie chez nous ici au Congo? Les enjeux de la social-démocratie chez nous au Congo, ça consiste d'abord à changer la gouvernance actuelle du Congo. Vous voyez, la gouvernance actuelle du Congo oppose les grandes puissances. Hein? La gouvernance actuelle du Congo met en difficulté les citoyens congolais. Hein? Et ça met en danger aussi l'unité nationale. Donc la première priorité actuellement dans le cas du Congo, c'est de régler cette gouvernance du Congo qui crée comme une crise multidimensionnelle dans le pays. Crise multidimensionnelle parce qu'elle est à la fois économique, elle est politique, elle est sociale. Or, il faut qu'on règle cela. Et pour régler cela, ce n'est pas en attaquant ceux qui sont au pouvoir ou en allant les brutaliser. Non. C'est en demandant à ceux qui sont au pouvoir d'accepter le principe du dialogue national inclusif. Comme ça, quand on va s'asseoir, on s'assoira comme des enfants, des gens d'une même famille, hein, qui considèrent comme important le fait d'être de la même famille, plutôt que de se diviser parce que même si vous êtes de la même famille, vous n'êtes pas de la même mère et du même père. Dans les familles, c'est souvent comme ça. Tout le monde dans la famille n'est pas né de la même mère et du même père. Parfois, ce sont les enfants des parents qui sont des frères et des sœurs. Donc, ça correspond un peu à ce que nous voyons dans une nation, les ethnies et tout ça. Mais si la nation doit être une et indivisible, hein, ça veut dire que même si les ethnies sont multiples dans une nation, l'unité nationale doit tenir compte de l'existence de ces groupes ethniques-là. Hein? Et
le président, celui qui dirige le pays, doit avoir une institution que nous appelons un conseil consultatif présidentiel qui sera composé de représentants de chaque groupe ethnique du pays et qui viennent conseiller le président qui dirige dans les décisions qu'il doit prendre, dans ce qu'il doit faire. Voilà un peu la préoccupation actuelle que nous avons au Congo. Et dans cette période-ci où la pandémie du coronavirus est en train d'aggraver aussi les situations dans tous les pays, si à cette crise due au coronavirus vient s'ajouter des crises politiques, viennent s'ajouter des crises sociales, on a l'impression que les pays sont en train de mourir. Alors pour nous qui sommes les citoyens de ces pays, qui avons un pied dans la fin du 2e millénaire et un pied dans le début du 2e millénaire, parce que nous tous, nous sommes nés à la fin du 2e millénaire. La plupart d'entre nous, nous sommes nés dans les années 1950, 1960, 1970, 1980, 1990. Mais à partir de ceux qui sont nés en l'an 2000, ceux-là, ils sont déjà dans le début du 3e millénaire. Et nous qui sommes encore vivants, on a connu la fin du 2e millénaire, nous sommes obligés de préparer l'état d'esprit dans lequel l'Afrique va rentrer dans le 3e millénaire, dans une période où elle est convoitée par les grandes puissances. Il ne faut pas que les grandes puissances d'aujourd'hui considèrent les Africains comme